Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'étude du travail des forces de pression en thermodynamique. Donc dans cette vidéo, je vais reprendre la démonstration de la formule qui vous permet de calculer le travail des forces de pression et je vais aussi vous montrer les applications les plus basiques, les plus pratiques de cette formule. Donc d'abord, on va commencer par un système simple. Donc on a un piston essentiellement dans un cylindre hermétiquement clos, indéformable à l'exception d'une seule paroi, donc ici à droite en gris, qui peut se déplacer sous l'effet des forces de pression. À l'intérieur du système, on a une pression Pint, à l'extérieur on a une pression Pxt, et on oriente notre système à l'aide d'un vecteur unitaire U qui est sur la gauche de l'écran. Le système que l'on va étudier, c'est le gaz à l'intérieur du piston plus le piston. Alors, il y a différentes versions en fonction des bouquins et des cours sur le système qu'on peut étudier. Certains livres n'utilisent que le gaz à l'intérieur du piston et ne prennent pas le piston en compte, en supposant que ce dernier a une masse nulle, pas négative. Nous, on va le prendre en compte parce que c'est sur ce piston que va s'exercer la force de pression extérieure, et on va supposer que, ce qui est vrai en pratique, que toute force qui est exercée par l'extérieur sur le piston le sera aussi sur le gaz, par effet de proche en proche. Donc, notre système, c'est le gaz plus le piston. Le piston a une surface grand S et on va lui attribuer ce qu'on appelle un vecteur surface. Donc, c'est un vecteur qui est orthogonal à la surface du piston, orienté vers l'extérieur de celui-ci. Donc, il est pareil ici, en violet. Donc, c'est la norme de ce vecteur étant la surface du piston qu'on regarde. Pourquoi on définit ce vecteur? Eh bien parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir définir complètement, vectoriellement, la force de pression exercée donc par l'extérieur du système sur l'intérieur. Donc cette force, c'est la pression fois c'est moins la pression fois le vecteur surface, puisque la force de pression, elle s'exerce toujours de l'extérieur vers l'intérieur du système. Donc la formule qu'on obtient va donc être moins pression fois surface fois le vecteur unitaire qui était ici orienté lui aussi vers l'extérieur. Donc cette formule nous donne les forces extérieures de pression appliquées au système. Donc maintenant, on suppose que sous l'effet de cette force et aussi de la pression à l'intérieur de notre système, la paroi va se mettre à bouger. Si la pression à l'intérieur du système est plus importante que la pression à l'extérieur, elle va se déplacer vers la droite. Si c'est la pression extérieure qui est plus importante que la pression intérieure, la paroi va se déplacer vers la gauche. Donc ici, pour l'animation, on va se faire se déplacer la paroi donc vers l'intérieur, vers la gauche, donc on se place dans le cas où la pression extérieure est plus grande que la pression intérieure. Ceci dit, vous noterez que tous les calculs qui vont suivre dans ce diaporama sont également corrects, même dans l'autre cas. On le verra un peu plus en détail dans la diapo d'après. Donc le piston se déplace ici vers la gauche, et il décrit donc une distance dl, et on attribue à ce déplacement donc un vecteur dl qui est égal à la distance dl fois u, le vecteur unitaire. Donc notez ici que petit dl est négatif, vu les conventions qu'on a choisies pour le schéma et le fait que la paroi se déplace vers la gauche, dans le cas qui nous occupe sur ce transparent, la distance dl est ici négative. On se déplace dans le sens négatif de l'axe qu'on a choisi. Mais de manière générale, le signe de dl peut être quelconque. Voilà. Donc, le travail élémentaire des forces de pression, on le rappelle, il est défini par la formule, donc delta W est égal à F scalaire dl. Donc, après calcul, on connaît F, on connaît dl, on fait le produit scalaire et on obtient donc la formule suivante, moins Pxt fois surface fois dl. Donc ici, étant donné que dl est négatif, on va avoir un travail élémentaire positif. Donc dans le cas où on a la paroi qui se déplace vers l'intérieur du système, on a le système qui va être comprimé, les forces de pression extérieures apportent de l'énergie au système pour qu'il puisse se comprimer, et donc on a un travail des forces de pression qui est positif, c'est logique. Voilà. Donc
Cette formule-là, on va la simplifier un tout petit peu en remarquant que la surface S multipliée par la longueur dl constitue en réalité le volume qui est en bleu ici, c'est le volume dont le système a varié. Donc ici, c'est un volume qui a été perdu. Donc on a l'élément dV de volume qu'on représente ici est un élément négatif. Et donc cet élément dV, par définition, c'est la surface fois l'élément dl. Et donc, en remplaçant S fois dl par l'élément dV, on obtient la formule qui est encadrée en jaune. Donc le travail élémentaire des forces de pression, c'est moins la pression extérieure fois petit dV, la variation élémentaire de volume. Donc dans le cas qu'on a présenté ici, cette variation élémentaire est négative puisque le système a globalement diminué de volume. Donc le travail élémentaire des forces de pression pour ce petit déplacement est donc positif. Les forces de pression ont globalement fourni de l'énergie mécanique au système. La formule qu'on a établie ici, je vous l'ai dit, elle est valable quel que soit le sens du déplacement de la paroi. Donc pour vous en convaincre, partons maintenant de ce système-là, donc la paroi était initialement un peu plus à l'intérieur, et faisons-la se déplacer cette fois vers la droite, sous l'effet des forces de pression. On a ici donc un élément dl, un élément dl qui est... Dans les calculs que nous avons faits, il n'y a en réalité rien qui change, donc on obtient toujours la même formule, delta W égale moins Px fois grand S fois petit dl, donc pour le travail élémentaire. Le volume élémentaire dV, c'est toujours le produit de la surface S par l'élément de longueur dl, donc c'est toujours dV. La formule encadrée en jaune est donc toujours la bonne, sauf que ici, comme l'élément dl est positif, on va avoir un élément dV qui sera positif aussi, ce qui est logique, puisque cette fois le système a gagné du volume et n'en a pas perdu. Et comme dV est positif, on va avoir un travail delta W qui sera, lui, négatif. Donc ça signifie que c'est le système qui a fourni, en réalité, de l'énergie à l'extérieur. C'est logique, la paroi a été repoussée par l'intérieur du système, donc ça a donné de l'énergie cinétique à la paroi qu'à l'extérieur, on aurait pu tout à fait recueillir avec un système adapté. Donc quand un système gonfle, pour ainsi dire, il fournit de l'énergie mécanique à l'extérieur. Donc c'est essentiellement ça qu'il va falloir se rappeler avec cette formule. Pour le travail élémentaire, donc delta W, donc qui est égal à moins Px dV, ce travail élémentaire correspond à un travail reçu, c'est toujours le travail reçu par le système. Quand il est positif, le volume du système a diminué, parce que c'est l'extérieur qui a fourni du travail, sous forme mécanique, pour déformer le système et pour le comprimer. Et quand il est négatif, c'est que le volume du système a augmenté, c'est le système lui-même qui s'est étendu, qui a poussé ses parois, et les parois, en s'élargissant, vont pouvoir transmettre de l'énergie mécanique à l'extérieur. Donc, tout ce qu'on a dit là, cette formule-là, donc là on l'a démontré dans le cas d'un système où il n'y a qu'une seule paroi qui est capable de se déformer. On peut aussi faire la démonstration avec un système qui possède deux parois déformables. Et le système le plus commun de ce type-là, en fait, c'est une tuyère dans laquelle passe du gaz ou un fluide. Donc dans ce cas-là, les parois en question, ce sont des parois imaginaires. On prend comme système un gaz ou un fluide, c'est pas forcément un gaz, ça peut être un liquide, à l'intérieur des parois. Alors, si les parois sont solides, comme tout à l'heure, on prendra nous aussi, là encore, les parois dans notre système. Et si c'est juste l'écoulement d'un fluide dans une tuyère, dans un tuyau, que l'on étudie, on peut tout à fait, et on le fera d'ailleurs, choisir une portion de fluide prise à un certain instant, donc on limite avec des parois imaginaires, et on va suivre l'évolution de ce système dans le temps. Donc juste, rappelez-vous que les parois, dans le cas des systèmes avec deux parois, ne sont pas forcément des parois physiques, elles peuvent être juste limitées par la pensée, entre guillemets. Ça ne change rien à la démonstration. Donc ici, pour être dans le cas le plus général, on va supposer que la pression
au niveau de la paroi de gauche notée P1 n'est pas la même que la pression au niveau de la paroi de droite qui est notée P2. Et on va également différencier donc les deux vecteurs surface, toujours dirigés vers l'extérieur du système. On va les appeler S1 et S2. Ils ne correspondent pas forcément aux mêmes surfaces. Ici sur le schéma c'est la même dans les deux cas, mais on pourrait tout à fait supposer qu'on ait une surface S1 plus petite ou plus grande que la surface S2, ça ne change rien. Donc les forces de pression exercées par l'extérieur sur chacune des parois, pour la paroi de gauche, c'est donc moins la pression fois le vecteur surface S1, et pour la paroi de 2, c'est moins la pression extérieure fois la surface S2. Donc ça ne change rien. La paroi numéro 1, la paroi de gauche, va se déplacer d'un vecteur déplacement élémentaire dl1, et la paroi de droite va se déplacer en suivant un vecteur élémentaire dl2. Donc ici, j'ai fait en sorte que la paroi de gauche se déplace vers la droite et la paroi de droite se déplace vers la gauche, mais encore une fois, la démonstration est générale et ne dépend pas du sens de déplacement des parois. Donc ici, on a choisi DL1 positif et DL2 négatif pour changer. Donc le travail élémentaire des forces de pression, donc c'est on va appliquer la même formule que précédemment, c'est la somme des travaux élémentaires pour chacune des forces de pression. Donc ici, on va avoir, après calcul, P1 fois S1 fois DL1 moins P2 fois S2 fois DL2. La différence de signe vient du fait ici que le vecteur S1, ici, dirigé vers l'extérieur, n'est pas dirigé dans le même sens que le vecteur S2. C'est d'où la différence de signe. Donc pour l'élément qui correspond à la paroi de droite, moins P2, S2, DL2, il n'y a pas grand chose qui change par rapport au cas précédent, parce que graphiquement, en fait, c'est exactement la même chose. Donc on va pouvoir définir un volume élémentaire dV2 qui correspond au produit de la surface S2 et du déplacement élémentaire dL2. On va évidemment faire pareil avec la paroi de gauche et définir un volume élémentaire dV1 qui est le volume qui a été parcouru en fait par la paroi pendant le déplacement de celle-ci. Donc ça va être là aussi le produit de la surface de la paroi par la longueur dl1 à une petite subtilité près, parce que l'élément S1 dl1 ici, ça va pas être égal directement à dv1, ça va être égal à moins dv1. Et la raison, c'est que ici, quand dl1 est positif, c'est-à-dire quand la paroi se déplace vers la droite, le système ne gagne pas du volume, au contraire, il en perd. Donc le signe de dl1, c'est forcément l'opposé du signe de dv1, d'où le signe moins ici, sachant que la surface S1 ici est toujours positive. Donc au final, quand on réécrit la formule en utilisant les volumes élémentaires, on obtient moins P1 dv1 moins P2 dv2. Donc en fait, c'est la même formule que dans le cas une paroi, avec un élément moins pression extérieure fois variation de volume associée à chacune des parois qui se déforment. Et cette formule, on peut en fait la généraliser pour un nombre quelconque de parois, d'accord? Si vous avez 3, 4, 6, n parois, vous pouvez écrire moins P1 dv1, moins P2 dv2, moins P3 dv3, moins P4, etc. etc. Donc en pratique, on n'a jamais affaire qu'à une ou deux parois. Donc les deux cas qu'on a vus suffisent très largement. De manière générale, en fait, il y a même cette formule-là, moins P1 dv1, moins P2 dv2, elle nous servira finalement assez rarement, puisque la plupart du temps, on n'a soit qu'une seule paroi, soit on est dans un cas particulier, mais qui est en fait le cas le plus courant, c'est-à-dire le cas où même quand on a plusieurs parois, la pression à l'extérieur de chacune des parois, c'est la même. On la note Pxt, et à ce moment-là, vous pourrez vous convaincre, en continuant le calcul, que la formule qui vous donne le travail élémentaire des forces de pression, quand le système n'est soumis qu'à une seule pression extérieure, eh bien c'est de nouveau la même formule que dans les premières diapos, c'est-à-dire moins Px dv, avec dv la variation totale de volume, donc pour chacune des différentes parois, avec exactement la même interprétation de la formule en termes de signes. Donc cette formule-là est bien entendu à retenir. Faites attention, une erreur courante, c'est d'oublier le fait que la pression dont on parle ici, c'est la pression extérieure au système. D'accord ? La pression de cette formule, c'est pas la pression du système. D'accord ? Ça, c'est très important de le noter et de le retenir. Le petit ext ici est très important.
Donc maintenant qu'on a cette formule, on va voir quelques calculs classiques pour le travail des forces de pression. Et on va en fait faire le calcul pour 4 types de transformations différentes. Alors on va commencer par la plus simple de toutes, la transformation isochore. Donc typiquement, c'est une transformation qui a lieu dans un récipient indéformable, un container métallique épais par exemple, ou même mieux en céramique, qui est hermétiquement fermé et qui ne va pas échanger de travail mécanique avec l'extérieur, qui ne va pas être déformé par l'extérieur. Donc dans ce cas-là, l'application de la formule donne instantanément que le travail élémentaire des forces de pression est nul. Donc, si le système que vous regardez ne change pas de volume, c'est-à-dire s'il ne se déforme pas, en fait ça signifie qu'il n'y a pas d'échange mécanique avec l'extérieur, donc la formule donne un résultat parfaitement logique. On passe à un exemple un tout petit peu plus compliqué, celui d'une transformation monobar. Donc une transformation monobar, je le rappelle, c'est une transformation où le système est en contact avec l'extérieur en général et l'extérieur ayant une pression constante. Donc typiquement, c'est un piston qui est en contact avec une pièce à la pression atmosphérique. Alors, donc là encore, c'est un type de système qu'on va rencontrer assez fréquemment. Donc ici, le calcul, alors ça ne va pas donner 0, mais c'est relativement simple. Si on calcule le travail, alors cette fois, non pas le travail élémentaire, on va calculer le travail d'une transformation totale. Donc ça veut dire qu'on va faire l'intégrale de la formule précédente entre un état initial et un état final. Et bien, le calcul donc, de cette intégrale qui se dessine sous vos yeux va être très simple étant donné que la pression extérieure est constante. Donc on peut la sortir de l'intégrale et au final il reste que l'intégrale entre l'état initial et l'état final de dV, ce qui nous donne en fait la différence de volume entre l'état final et l'état initial. Donc on a moins Px delta V, ce qui est une formule relativement simple d'utilisation. Et donc on voit ici que dans le cas d'une transformation monobar, le travail des forces de pression il est proportionnel à la variation de volume qui a été exercée par l'extérieur. On retrouve le fait que quand cette variation est positive, le travail est négatif et réciproquement. Quand la transformation est isobar, le calcul est quasiment le même. Une transformation isobar, c'est une transformation où la pression du système est constante. Donc par exemple, c'est un piston en contact avec, donc comme tout à l'heure, avec une pièce soumise à la pression atmosphérique qui va évoluer lentement. C'est-à-dire que la pression extérieure du système sera toujours égale à la pression à l'intérieur du système. Dit autrement, une transformation isobar, c'est forcément une transformation monobar. La pression à l'extérieur est égale à la pression à l'intérieur, et comme la transformation, en plus d'être monobar, est isobar, la pression du système est constante, et donc elle est constante et égale à la pression extérieure. Donc bien souvent, la pression extérieure, ça sera d'ailleurs la pression de l'atmosphère. Donc comme une transformation isobar est aussi monobar, ça signifie que le calcul de la diapo précédente s'applique. Mais comme on est plus fort que monobar, on peut faire une hypothèse supplémentaire. Puisque la pression extérieure est égale à la pression intérieure du système, et bien dans la formule précédente, on peut remplacer la pression extérieure par la pression intérieure. Et ça c'est pratique parce que généralement, on a plus d'infos sur la pression à l'intérieur du système que sur la pression à l'extérieur. Donc, il ne faut pas se priver de remplacer pression extérieure par pression intérieure quand on le peut. La dernière transformation dont on va parler, c'est la plus délicate des 4, mais quand on connaît la ruse, ça va vite. Donc, la transformation dont on va parler, c'est une transformation donc, isotherme. Alors, pas toutes les transformations isothermes, on va regarder que celles qui impliquent un gaz parfait. Donc là, on ne s'intéresse pas aux transformations sur un liquide ou n'importe quoi. Donc, typiquement, le genre de transformation que ça concerne, c'est une transformation qui implique un piston diathermane, donc qui laisse passer la chaleur, et donc qui sépare deux compartiments d'un cylindre, avec dans chaque compartiment un gaz parfait. Le tout étant plongé dans un thermostat. Donc vous imaginez un cylindre coupé en deux par une paroi, la paroi laisse passer la chaleur et peut se déplacer. Et le système qu'on étudie, c'est généralement l'un des deux gaz, donc présents à gauche ou à droite du piston.
Le travail de la transformation, on va donc comme tout à l'heure écrire que c'est l'intégrale d'un état initial à un état final de la pression extérieure par rapport au volume. Donc ici, la transformation est isotherme, ça signifie que la température du système est constante. Là, la température, elle n'apparaît pas. Donc, on a l'impression qu'on est bloqué. En fait, il faut ici se souvenir qu'une transformation isotherme, c'est une transformation iso quelque chose, et que les transformations iso quelque chose, ce sont ce qu'on appelle des transformations quasi-statiques, c'est-à-dire des transformations qui vont très lentement. Et comme la transformation va très lentement, et bien comme tout à l'heure, comme dans le cas de la transformation isobar, on peut écrire que la pression à l'extérieur du système, c'est la même que la pression à l'intérieur du système. Alors la différence par rapport à la diapo d'avant, c'est que la pression, en l'occurrence, qu'on regarde, elle n'est pas forcément constante. D'accord ? Tout ce qu'on sait, c'est que la pression à l'extérieur, c'est la même que la pression à l'intérieur du système. Donc, dans le cas de nos deux gaz séparés par une paroi, on aura, si la transformation est isotherme, on aura toujours la même pression à gauche et à droite. Mais cette pression pourra changer. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Eh bien ça va nous permettre de remplacer dans l'intégrale la pression extérieure par la pression à l'intérieur du système. Et comme notre système c'est un gaz parfait, eh bien on va pouvoir utiliser la relation des gaz parfaits pour remplacer la pression par nRT sur V. Et ça nous arrange bien parce que N, c'est le nombre de moles du système, c'est constant, R, c'est une constante, et la température est une constante, puisque on a affaire à une transformation isotherme, où par définition, la température est constante. Reste le volume, mais comme ici on intègre par rapport au volume, ben le calcul de l'intégrale va être facile. On sort tous les termes constants, et il nous reste juste l'intégrale de 1 sur V. Donc l'intégrale d'une fonction inverse qui va nous donner un logarithme en primitive. Donc ça nous donne moins nRT, logarithme du volume dans l'état final, moins le logarithme du volume dans l'état initial. Et quand on regroupe tous ces termes, on obtient comme formule nRT fois logarithme de VI sur VF. Et on peut vérifier que quand on a un volume initial qui est plus grand que le volume final, c'est-à-dire quand on a un volume qui a diminué, on a un logarithme qui est positif et on a un travail des forces de pression qui est donc positif. Quand le volume diminue, les forces de pression extérieures fournissent du travail au système. À retenir de cette vidéo, donc essentiellement vous l'aurez compris, la formule qui vous donne le travail élémentaire des forces de pression, plus au moins la démonstration avec une paroi. D'accord ? Si vous avez du mal à suivre la démonstration avec deux, retenez au moins la démonstration avec une paroi, et retenez que cette formule, elle est générale dans le cas où on a plusieurs parois, toutes soumises à la même pression. Et enfin, pour la partie calcul, ce qu'il faut retenir, c'est plus les techniques que les résultats. D'accord ? Je vous déconseille de connaître les résultats par cœur pour les différents travaux des forces de pression. Par contre, il faut savoir tous les refaire. De l'isocore qui est très facile à l'isotherme qui est un peu plus technique. D'accord ? Ce sont des calculs qui reviennent extrêmement souvent dans les exercices de thermo. Il vous faut donc bien les maîtriser. Voilà, merci pour votre attention. Et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo de thermo la semaine prochaine.